Bismillah. L'hiver tirait à sa fin. La forêt retentissait encore, la nuit des hurlements des loups et autres carnivores à la recherche d'une proie. Ils s'étaient souvent arrêtés sur la rive du fleuve, devant la colonie des castors, avec l'espoir de voir arriver l'un d'eux à la nage. Mais ils avaient dû s'en aller, tenaillés par la faim et grognant de déception. Cependant, une rumeur nouvelle emplissait les bois. La sève grimpait dans les plantes pour les réveiller. Son travail était lent mais continu, si bien que les premiers bourgeons apparurent tandis que fondait doucement la neige. Et chaque jour, la voix du fleuve se faisait plus forte. Grog sortit de sa cabane, il vit sur le fleuve les mamans qui enseignaient à leurs petits les nages les plus rapides et les emmenaient à la recherche des aliments. Les mâles étaient presque tous partis, descendant le courant. Ils vagabondaient pendant des lieues, s'arrêtant çà et là sur les berges pour se régaler de pousses nouvelles. Ils ne rentraient chez eux qu'au commencement de l'automne, juste un peu avant la saison morte. S'ils y étaient restés, les provisions de feuillage accumulées dans les magasins n'auraient pas suffi à nourrir toute la maisonnée. Il leur fallait donc quitter la tribu dès la naissance des petits. Dans le cœur de Grog, le désir de partir était intense, mais Criff se remettait à peine. Grog l'avait trouvé évanoui contre la digue et avait bien cru le perdre. Aidé par Crap, il l'avait transporté dans sa cabane et tous deux l'avaient soigné comme un de leurs petits. Grog contemplait donc le fleuve avec la hantise de la vie errante, lorsque Crap apparut derrière lui, sur le seuil de leur demeure, et le regarda longuement. Bien qu'il fût son aîné, il lui vouait une sorte de vénération. Grog sentit peser sur lui le regard de son compagnon et se retourna. « Les pousses bourgeonnent » dit Crap. « Je le sais » soupira Grog. Ils se turent, suivant ensemble du regard l'eau qui fuyait rapide. « Nous partons demain, Grog » Grog sentit le sang battre follement dans ses veines. « Mais, balbutia-t-il, et Criff dit qu'il est guéri, qu'il est prêt. Demain, nous partons. » La lune s'effaçait à regret devant l'aurore lorsque les trois castors plongèrent dans le fleuve. En silence, ils atteignirent la digue, la franchirent et se dirigèrent vers la cascade. Ils déjeunèrent tous tout près d'elle, puis engagés dans le bois, ils se mirent à grimper la côte. Il leur fallut quelques heures pour atteindre la gorge d'où s'échappait le fleuve. Là-bas, au-dessous d'eux, apparaissait le village qui s'éveillait peu à peu sous les premières caresses du soleil. Au-delà, le fleuve disparaissait dans le plein de la forêt. Ils nagèrent en remontant le courant. Le fleuve allait bientôt atteindre toute sa puissance, car la neige fondait et du sommet des monts, les ruisseaux bruyants accouraient vers lui, de toutes leurs eaux. La digue alors fournirait son plus gros effort. Mais elle était robuste, et les villages n'avaient rien à redouter du fleuve impétueux. Pendant plusieurs jours, les trois castors remontèrent le courant, puis le vieux Crap s'arrêta sans rien dire. Il avait donné la mesure de ses forces. Grog et son compagnon poursuivirent leur voyage. Puis à son tour, Criff s'arrêta. « Grog, dit-il, je sais. » Puis doucement Grog et seul, il reprit sa course, longeant l'épais fourré qui bordait la rive. Il s'arrêta lorsqu'à la faveur d'une éclaircie, un bouquet de jeunes peupliers lui apparut. Ainsi commença la vie libre et solitaire de Grog, celle dont jouissaient tous les castors mâles jusqu'au commencement de l'automne, où ils regagnent leur tribu qui a besoin d'eux, soit pour réparer les dégâts infligés par la crue, soit pour entasser dans les magasins de nouvelles provisions de vivres. Durant des jours et des jours, Grog remonta le fleuve à la nage, s'aventurant à terre le temps d'aller s'y régaler de tendres pousses. La nuit, il dormait au bord de l'eau, prêt à y plonger à la moindre alerte. La saison d'or, c'est le nom que les castors donnent à l'été. La saison d'or touchait à sa fin. Grog l'avait passé dans le bien-être et l'abondance. Il se sentait en pleine vigueur et il était fier de lui. C'est alors qu'il connut l'élan. Un jour, qu'il se tenait sur la rive et savourait quelques pousses, le vent lui apporta une odeur animale, une odeur inconnue. Il se tapit, prêt à plonger. Il aperçut un bruit d'abord, léger, mais qui peu à peu augmentait. Alors il vit une bête qui ressemblait à Vel, le cheval, mais portait 2 grandes cornes, et qui se dirigeait vers le fleuve d'un trot long et pénible.
Grog, intrigué, considérait l'inconnu, mais ce qui surtout attira son attention, ce fut sur le flanc de ce cheval cornu, une entaille profonde et d'où le sang coulait en abondance. L'animal allait atteindre le fleuve lorsqu'il s'écroula sur le sol. Grog ne savait que faire, ce cheval étrange et qu'il n'avait jamais vu pouvait être un ennemi. Grog prit le parti de s'éloigner, mais le blessé avait dû l'entendre, car il fit un effort désespéré pour se soulever. Soudain, Grog comprit. Le vent lui apportait une nouvelle odeur et un autre bruit lointain qu'il connaissait pour l'avoir entendu l'année précédente, lorsque la tribu avait évité la destruction grâce à lui. « L'homme !» s'exclama-t-il, et un frémissement parcourut tout son corps. Grog n'était pas peureux, mais par nature, il avait horreur de la chair et du sang. Il ne s'était jamais battu que pour défendre sa vie. Or l'homme avait contraint toute sa tribu à fuir en abandonnant son village et il avait causé la mort de Berkel, le père de Grog. C'est pourquoi le castor, cessant de fuir, s'approcha de l'animal qui, le voyant, ouvrit tout grand des yeux doux et apeurés. « Qui es-tu » lui demanda Grog. « Elle, l'élan, et toi ?»« Grog, le castor, un ami. »« Fuis alors, car l'homme est lancé à ma poursuite, et bientôt il sera ici. » « Mais, dit Grog, tu dois te sauver aussi. »« Hélas, je le voudrais, mais je ne peux plus. »« Faut-il donc qu'il te prenne ?» s'écria Grog. Et il sentait la haine l'étouffer en prononçant ce « il ». « C'est trop tard pour moi, gémit elle. Je ne peux plus bouger. » Ce fut alors que Grog trouva et réalisa ce que le pauvre elle n'aurait jamais pu imaginer. Le castor alla chercher de la vase et l'appliqua sur la blessure béante. Le sang cessa de couler. Et maintenant, elle, efforce-toi d'atteindre le fleuve. Quelques mètres seulement l'en éloignaient. Mais l'élan était bien faible. Il parvint quand même à se traîner péniblement et à entrer dans l'eau. Grog plongea près de lui. Elle, accroche-toi à ma queue avec tes dents. L'élan obéit et, dans un effort désespéré, le castor l'entraîna au milieu du fleuve. Et maintenant, laisse-toi aller, le courant nous portera. L'élan lâcha prise et côte à côte, les deux nouveaux amis descendirent le fleuve. Quand les arbres commencèrent à se dépouiller de leur feuillage et que le sol fut tapissé de jaune et de roux, Grog revint au village. Les travaux étaient déjà commencés. Il se joignit au castor qui réparait la digue, endommagée quelque peu par les crues printanières. La veille de son retour, il avait quitté elle aux abords de la cascade. Grog lui avait dit l'élan. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Je le sais et je ne t'oublierai pas non plus. Jusqu'à ce qu'elle eût repris toutes ses forces, Grog lui avait apporté les plus tendres feuillages. Ensuite, ils étaient allés ensemble à la recherche de leur nourriture. Elle s'était éloignée à travers bois d'un trot léger, tout comme Grog, il allait rejoindre les siens. Un jour, que Grog faisait provision de vivres, il rencontra Lev, la fille d'un ancien de la tribu. Lev lui dit très gracieusement « Bonjour » en le regardant avec insistance. Grog s'éloigna, poursuivant sa récolte. Mais lorsqu'il regagna sa cabane, il trouva Lev sur le seuil. Il l'observa attentivement et lui demanda « Que veux-tu, petite Lev? Tu m'attendais ?»« Oui, avoua Lev. »« Alors viens. » Et il la fit entrer. Le lendemain, il transporta dans sa cabane des branchages, de la terre battue et construisit une cloison. Lev l'aidait, et à partir de ce jour-là, Grog vécut avec Lev et ne dormit plus avec ses compagnons. Eux aussi se mirent en ménage et construisirent d'autres cloisons. Les trois castors intensifièrent la recherche de vivres. Lev et les autres femelles les attendaient, et le soir, chacun de ces couples se retirait dans sa chambrette. Au cours de l'hiver, la colonie. À la fin de janvier, l'on entendit dans les demeures les petits cris des nouveau-nés, et quelques semaines plus tard, les trois amis quittèrent leur cabane pour descendre le fleuve avec les autres mâles, tandis que les petits les saluaient en battant l'eau avec leur queue, et que les femelles souhaitaient bonne saison aux voyageurs.